L'art a un jour commencé, mais ça ne s'arrête jamais, parce que si ça arrête, ça veut dire que l'humanité aura arrêté, aura connu sa fin. Ok. Je pensais qu'on allait philosopher genre dans 10-15 minutes, mais on peut directement y aller. L'autre problème, c'est que quand les gens sont au courant, ils ont un peu peur d'y aller parce qu'ils pensent qu'en fait, on est là que pour vendre. C'est un peu comme les magasins de luxe. C'est que dès qu'on rentre, les vendeurs sont tous là, ils te regardent en mode genre... Et je pense que les gens associent un peu ce monde de l'art à ça. Mais comme j'expliquais plus tôt, la plupart du temps, les expositions sont déjà en grande partie ou même complètement vendues. Donc on est là pour montrer, on est là aussi pour partager. La banane qui scotchait au mur. Cette banane là qui est partie à des millions. 6,2 millions. Justifié pour toi. Justifiable. Ça, c'est exact le type exemple de ce qu'un fou est prêt à en donner. Il fallait juste une personne. Il a plus vu ça, je pense, pour un coup de pub pour sa plateforme de crypto. Pub à 6 millions. Oui, exactement. Que la pièce même. C'est une vraie banane, oui, qui d'ailleurs doit être remplacée tous les jours. Et il a mangé le lendemain, il a fait une conférence de presse quelques jours après où il a mangé la banane. Il a mangé 6 millions d'euros. Il a mangé 6 millions et 200 000. 200 000. Coucou ma biche, le podcast qui dynamite les conventions et nous catapulte dans l'univers totalement fou de ceux qui ont osé rêver en grand avec une énergie contagieuse. On va parler performance, growth mindset, business, lifestyle dans des discussions intenses 100% naturelles. Coucou ma biche est bien plus qu'un podcast. C'est le moment de fiesta entre amis autour du mic où l'on explore toutes les facettes de la réussite et de la performance avec une bonne dose de folie. Préparez-vous à être électrisé par des histoires palpitantes. Let's go! Arne, coucou ma biche. Hello ma biche. Ça va la forme? Oui, à fond, à fond. Je sais, ça fait 3 jours que je t'envoie ça, t'es chaud, t'es Oui, chaud, t'es chaud. oui, que du coup je suis bouillant. Le mec, il a fait que dormir. Exactement, exactement. Dormir, reviser, penser, réfléchir, remuer. Non, t'as pas révisé, je sais que t'as pas révisé. Si, Ouais, quand même. Oui, préparé. Préparé. Ok. Bien préparé, parce qu'il faut quand même faire bonne figure, hein. C'est vrai. Auprès de tout le monde et toi surtout. T'es mignon. C'est la première fois que j'invite quelqu'un qui n'est pas francophone, de base, même si ton français est même peut-être mieux que certains francophones. Donc tu parles très bien, mais je crois que ça va rajouter un petit touche exotique. Exotique, Donc, l'exotisme. Je sais pas si un blond vient faire l'exotisme, mais je vois ce que tu veux C'est dire. très exotique, t'inquiète. Tout ce qui est un peu différent, c'est exotique. Ouais, Donc t'es exactement. toujours l'exotique de quelqu'un, tu vois. Oui, exactement. C'est comme t'es toujours le fou de quelqu'un. Exactement, oui. Et nous, on est le fou de tout le monde. Ouais, peut-être. Donc, je crois qu'on va bien rigoler. Alors, je t'ai invité ici sur une thématique. En fait, la dernière fois, je t'avais dit, tiens, en fait, je cherche quelqu'un sur l'art. Et t'as dit, mec, moi. Ouais. Et c'est vrai que c'est une thématique sur laquelle on peut se poser beaucoup de questions. Et le but ici, c'était de démystifier. Démystifier, ouais. C'est quoi l'art? Ouais. Pourquoi? Où ça commence? Où ça s'arrête? Ouais. Etc. Donc, Où ça ne s'arrête, j'ai pas de réponse. Parce ça que s'arrête jamais et ça commence jamais. Ça y est, il est parti. Si, l'art a un jour commencé. L'art a un jour commencé, mais ça ne s'arrête jamais, parce que si ça arrête, ça veut dire que l'humanité aura arrêté, aura connu sa fin. Ok. Je pensais qu'on allait philosopher genre dans 10-15 minutes, mais on peut directement y aller. Ah, mais je t'avais dit que j'étais bouillant. Ok, ça veut dire quoi ça quand tu dis l'art ne s'arrête jamais? L'art est quelque chose qui nous supervole, enfin, ce n'est pas un mot Moi, j'ai très supervolé, bien compris. mais qui va au-delà de l'humanité, qui est finalement l'humanité, c'est l'art. Il y aura toujours l'art. L'art nous a précédés, l'art nous entoure maintenant, et il y aura toujours l'art quand nous deux, on sera plus là et tous les autres ne seront plus là. S'il n'y en a plus d'art, ça veut dire que l'humanité n'est plus là non plus. Tu veux dire quoi? Que ça, S'il n'y a plus de création... que l'art est une mesure de l'humanité? Absolument. Ok, La tu veux dire condition que humaine, oui. l'art, la définition de l'art, c'est quelque chose qui périclite en fonction des siècles, des années, des générations. Ouais, absolument. Ouais, Ok. C'est exactement ça ce que je voulais dire. C'est quoi l'art du coup? Qu'est-ce qui définit l'art? C'est une définition qui a un peu muté à travers des siècles. Hein. Ouais. Je pense que ça a commencé avec une imitation de la nature, de ce qui nous entoure, avec une technicité très fiable et très reconnaissante. Mais aujourd'hui, c'est plutôt challenger le status quo, comprendre la condition humaine, comprendre l'expérience humaine d'autrui et un peu venir secouer la société, quoi. Ouais. Est-ce que l'art se quantifie? Est-ce qu'il y a une mesure qui nous permet de dire on sait valoriser, on sait reconnaître, on sait définir c'est quoi l'art? Ou alors tout est art? Tout n'est pas art, même si l'art nous entoure. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'art. Mais on peut... Non, je pense que l'art est qualifiable, mais pas quantifiable. Ok. Imagine là, je me définis demain comme artiste. Il y a des statuts, je pense en Belgique, intermittent du spectacle, Oui, oui, absolument. ménestrel, troubadour. Oui, exactement. Mais on va dire qu'à partir de demain, je me définis comme artiste. Et je crée quelque chose. Est-ce que j'ai créé de l'art? Moi, je dis toujours que être artiste, c'est plutôt c'est un métier, mais c'est surtout un état d'esprit. C'est-à-dire qu'un artiste perçoit
le monde d'une telle façon et veut créer quelque chose et veut montrer ça au monde. Et ça, c'est être pour moi artiste. C'est avoir cette vocation de voir le monde d'une telle façon, d'apprécier les choses d'une telle façon, de réfléchir de cette manière, d'en faire quelque chose, d'en prendre une création, enfin d'en faire une création plutôt, et de divulguer ça, de distribuer cette idée. Et donc, en fait, c'est une reconnaissance. Et donc, du coup, après ça, vient une reconnaissance. C'est plutôt les gens qui vont dire que je suis un artiste plutôt que moi m'autoproclamer artiste. Quelque part, c'est ça, oui. Quelque part, c'est ça, oui. Parce que si demain, il y a une création de ta part, tu pourrais dire que tu as fait quelque chose d'artistique. Oui. Est-ce que ça te fait être artiste ? Je pense que ça serait un peu trop tôt. Mais si demain, ta création, elle est d'un tel niveau créatif, intellect, émotionnel, et ça rejoint beaucoup d'éléments qu'on définit être un artiste, bah, du coup, tu seras artiste d'un coup. D'accord. Et ça, évidemment, je ne sais pas ce que tu créeras potentiellement. Après, il y a un côté un peu relatif. C'est relatif et subjectif, surtout. Okay. Enfin, oui, tout est relatif, évidemment. Peut-être que ce que nous, dans le canon occidental, on définit comme artistique, n'est pas du tout perçu comme ça dans l'Asie. Imaginons, demain, je deviens artiste, je me autoproclame artiste, je dessine quelque chose, une fois, qui va cartonner, qui va être reconnu comme de l'art, et ça va cartonner. Et puis je dis, ok, j'arrête, je continue mon métier. Est-ce que je suis plus un artiste que quelqu'un qui vient de l'école du cirque pour des raisons de survie ou économiques, doit faire des spectacles un peu dans la rue tout le temps, mais qui a toujours beaucoup de monde autour? Est-ce que je suis considéré plus comme un artiste ou pas? Bah déjà, que c'est comme tu disais là tantôt, intermittent du spectacle. Je pense qu'artiste aujourd'hui, enfin, ou pas aujourd'hui, mais dans le métier dans lequel moi je travaille, c'est artiste plastique. Donc peinture, dessin, photographie, sculpture, etc. Mais il y a évidemment artiste sur un tas d'autres aspects. Art de la scène, chant, etc. Donc ce sont des artistes aussi, qui est chacun dans leur métier plus approprié, quoi. Et qui se sentent plus à l'aise avec un certain outil, que ce soit un pinceau, que ce soit un micro, que ce soit des cônes pour jongler. Ouais. Donc voilà. On va revenir un peu sur ton parcours, mais est-ce que toi, tu as déjà eu quelqu'un et tu as parlé avec lui et tu as dit non, tu n'es pas un artiste? Parce qu'il se considérait comme un artiste, mais au final, il ne respectait pas les codes ou il ne respectait pas les... J'ai de la chance dans ma vie que j'ai déjà été entouré de beaucoup d'artistes et que la plupart, vraiment la grande majorité pour moi, étaient vraiment des artistes qui répondaient à cette définition que moi je viens de dire, la vocation et de sentir ce besoin et cette envie de partager quelque chose avec le monde de créatifs. Mais j'en ai déjà rencontré où je pensais pas 100% que leur message était vraiment très artistique, mais plutôt juste une fibre créative qui mettait sur toile sans vraiment cette force artistique derrière. Est-ce que je peux devenir artiste? Moi, par exemple, ou alors c'est dans l'ADN, dans les gènes, dans le sang? C'est quelque chose avec lequel, à mon avis, on est ou on grandit. Ouais. Après, il y a aussi c'est d'aller à l'académie. Il faut à un moment donné aussi apprendre des skills techniques, même si, comme je disais tantôt, on n'est plus dans cet aspect où être artiste aujourd'hui est cette imitation 100% nette de la nature qui nous entoure. Ça, c'est avant, dans le 15e siècle, où ça, c'était vraiment genre vu comme... Ça, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à peindre ce portrait de façon plus naturelle possible que de la représentation dans la vraie vie. Mais oui, je pense que quelque part, tout le monde est un peu artiste, d'une façon ou d'une autre, parce qu'on veut, comme je dis, c'est la condition humaine. On veut tous comprendre la vie qui nous entoure, on veut tous comprendre la société, on veut tous donner quelque chose à cette société d'une façon ou d'une autre. Je pense que les artistes le font d'une façon très vraie et très honnête. Et donc ça, il faut l'avoir. C'est cette honnêteté envers la création et aussi cette fibre. Et puis avoir un skill qui permet de faire ça. Il faut des skills. J'avais lu que Picasso, en œuvre reconnue, donc il y a certainement d'autres œuvres non reconnues, il était à une moyenne sur toute sa carrière de une œuvre par jour. Oui. Mais comment c'est possible? Il y a des œuvres où des artistes mettent des mois à en faire une, et là on parle de Picasso, bon, on va dire le GOAT de exactement, l'art, une par jour. Oui, il était très 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 polyphérique. D'ailleurs, on dit toujours dans le monde de l'art, mais qui n'a pas un Picasso? Moi Moi aussi, et beaucoup de gens. Mais c'est une façon de dire qu'il y a vraiment beaucoup de Picasso sur le marché. Ok. Mais très polyphérique. Ça, c'est quelque chose...
je pense que chaque artiste travaille à sa façon. Je pense qu'il y en a qui ont cette facilité à produire, et une fois que c'est dedans et que c'est dans leurs veines et dans leur tête, etc., que ça sort. Et il y a des artistes qui ont beaucoup plus de besoin de temps et qui sont peut-être plus apaisés aussi, plus calmes et moins wild, que du coup, ils ont besoin de ce temps pour, avant de commencer, avant de produire, et que ça prend du temps, oui. Ok. Ce qu'il y a aussi un peu avec, tu vois, les écrivains, ils ont le writer's block parfois, tu vois, qu'ils savent pas. Bah, un artiste, certes, j'imagine que quand ils sont devant une toile blanche. En fait, parfois, ils faisaient des tests, c'était juste un test, sauf que ce test est devenu une œuvre d'art connue. Oui, ça, évidemment, oui. Il y a beaucoup de ça. Hein, Comme le monochrome de Whiteman. C'est facile de ça, si je l'ai fait. Mais bon, je sais pas si c'est valorisé pareil. Bon, on a déjà deep dive, mais donc revenons un peu sur qui es-tu. Donc Arne, oui. Arne Alexis. Van Notergem. Alexis, c'est mon deuxième nom. Ouais. C'est pas mon nom de famille. Hein. Ouais, je sais bien. Okay. Arne Alexis. Arne Alexis, ouais. Mais Arne, en fait, Arne, je trouve ça très scandinave. C'est scandinave. Ah, ok, d'accord. C'est un nom scandinave, mais je ne suis pas scandinave. Ouais, ça. C'est juste un nom. Ok. Ouais, moi j'adore. T'es le seul Arne que je connais. Ah, voilà. Alors je suis bien. T'es unique. Bah, t'étais déjà unique, évidemment, sans ça. C'est quoi ton parcours? Pourquoi tu t'es légitime là-dessus? Et en tout cas, je te considère comme légitime là-dessus. Et pourquoi et de quoi tu as envie de parler ici aujourd'hui? Pour mon parcours, j'ai étudié la communication et puis l'histoire de l'art. Mais j'ai toujours un peu avancé dans le monde de l'art par ma famille qui collectionnait de l'art. Et donc, c'est toujours quelque chose qui a été présent dans ma vie, que j'ai été entouré de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné... T'étais petit et tes parents étaient tellement passionnés? Oui, voilà, il y a toujours eu des œuvres chez nous à la maison. On faisait des expositions, on allait au musée, on allait dans les galeries, etc. Donc c'était quelque chose de très logique qui était présent. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une accélération de mon côté, un peu détaché de ma famille, détaché de mes parents. Parce que tout d'un coup, j'allais seul dans les galeries, je faisais des expositions seul, ça m'intéressait vraiment de plus en plus et je sentais vraiment bien que je m'accrochais énormément à ce sujet et aux artistes et tout ça, et très contemporain surtout. Ce que chez nous était moderne, allant vers le contemporain, mais puis moi, ça devenait vraiment très contemporain, ce qui est normal, parce qu'on veut toujours s'accrocher à l'époque de soi-même. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut s'intéresser, c'est bien de s'intéresser à tout, mais le plus palpitant, le plus excitant, c'est de s'intéresser à l'art contemporain pour nous, de notre génération. Mais art contemporain, ça veut rien dire. Il y a 20 ans, c'était contemporain. Oui, mais l'art contemporain, c'est l'art, la création d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que les définitions, on va en parler après, sont un peu, pour l'instant, on est un peu sur un moment charnière. Ouais, pourquoi ? Parce qu'en effet, l'art contemporain, l'art contemporain de 1980, ce qu'on divise encore, ce qu'on estime encore contemporain, n'est plus si contemporain. D'accord, donc ça va devenir une tendance et donc on va mettre un mot à ça. Et c'était il y a 45 ans finalement. Et c'était il y a 45 ans, on parle d'art moderne, on parle d'après-guerre, parce que la guerre était un moment était charnière dans le XXe siècle, et puis le millénium évidemment, mais là le contemporain était déjà présent. Mais qu'est-ce qui est encore contemporain et on est en 2025, mine de rien. On n'est plus en 2010, 2005, 2013, non, on est en 2025, c'est un quart de siècle. Donc du coup, voilà. Donc j'ai fait les études de droit d'abord. Okay. À Namur, parce que mes deux parents ont fait ça. Je n'étais pas très... je m'occupais pas trop de genre qu'est-ce que je vais faire après et tout ça, mais c'était pas un énorme succès, donc je suis revenu à Bruxelles. Et en revenant à Bruxelles, j'ai décidé de faire école de communication, un peu classique, mais ça donnait en tout cas une possibilité, un pléthora de possibilités pour aller travailler après dans des secteurs, des domaines qui m'intéressaient. Mais simultanément avec ces études, j'ai travaillé pour un centre d'art à Bruxelles, pas une fondation, un centre d'art qui s'appelait Maison Particulière. D'accord. Qui était au Châtelain, rue du Châtelain 49, je ne sais pas si tu as connu. Bien sûr. C'était vraiment incroyable ce projet. C'était des collectionneurs privés qui montraient leur collection, mais ensemble avec des autres collectionneurs privés. Donc ils montraient une partie de leur collection. C'est quoi, c'est une sorte de pop-up d'une communauté de collectionneurs privés? Oui, c'est pas pop-up? Oui, pop-up est le mot, oui, mais c'est juste que eux, donc le collectionneur privé avait ce centre, Maison Particulière. D'accord. Qui était vraiment une maison particulière, et ils montraient leur collection en dialogue avec des autres collections privées. D'accord. Et qui était invité? Tout le monde? C'était eux qui choisissaient des collectionneurs avec qui ils voulaient une fois travailler ensemble, donc montrer une collection. Et c'était toujours et donc du coup, en mettant ces collections ensemble, ils trouvaient toujours un peu une thématique. Un fil rouge. Un fil rouge. Et ce qui est très intéressant, parce qu'une collection est quelque chose de très privé. C'est pour ça qu'on appelle ça une collection privée.
Et c'est très, très personnel. C'est vraiment genre le fil rouge, c'est les choix de la personne ou des personnes. Imaginons, moi, j'aime un artiste, plastique, pendant plastique. Un artiste, oui, ici, Ouais, non, ouais, c'est plastique. Et je me dis, OK, ça, j'ai envie de montrer ça au monde. Et je vais m'associer à d'autres collectionneurs pour trouver un fil rouge et dire, OK, ça, je vais rendre ça accessible. En tout cas, plus accessible, moins privé, moins... moins confidentiel. Oui. Et donc, des gens vont venir voir ça. C'est-à-dire qu'ils vont entrer un peu dans mon intimité, d'une façon ou d'une autre. Oui, absolument. C'est pour ça que rentrer dans une... Bon, ici, la collection, donc maison particulière, était montrée dans une maison qui était purement aménagée pour ça. Ils ne vivaient pas là. C'était aménagé comme s'ils vivaient là. C'était en fait une galerie d'art? Non, c'était pas une galerie d'art. Non, absolument pas. C'était pas une galerie d'art. C'était beaucoup plus... déjà, il n'y avait pas cette architecture ou cette conception spatiale qu'une galerie d'art a, c'est-à-dire des murs blancs, des néons, etc. Le white cube, comme on l'appelle. C'était vraiment beaucoup plus cosy, plus casanier. Okay. C'était une maison au Châtelain, donc très, très typiquement bruxellois. Et donc, ils montraient leur collection, une partie de leur collection, et puis les autres collections se rejoignaient. Il y avait un fil rouge. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant et c'était très riche comme proposition envers Bruxelles, parce qu'il y avait du coup, en effet, toute une partie de collections privées qui n'étaient pas assez grandes pour avoir leur propre lieu, si tu veux, mais qui finalement avaient quand même une plateforme pour le temps de 3 mois, parce qu'il y avait 3 expositions par an, donc disons 3-4 mois d'exposition, étaient montrées au grand public. Et ça, c'est finalement très très bien, parce que toutes ces collections privées sont très personnelles et tout ça, mais sont aussi des œuvres d'art qui partent de la sphère publique. Ouais. Et un artiste ou une artiste crée quelque chose, justement, comme je disais là tantôt, pour la société, pour le monde, etc. Et à un moment donné, quand un individu ou des individus décident d'acheter une pièce ou plusieurs pièces, la retirent de la vie publique. Donc toutes ces collections privées, comme celle que j'ai travaillé pour, maison particulière, remontrent ça le temps d'une exposition, le temps de plusieurs expositions au grand public. Et ça, je trouve très bien. Et donc du coup, j'ai commencé à travailler pour eux pendant mes études en tant que job d'étudiant, vraiment très... Mais parce que je savais bien que c'était un monde, un univers qui m'intéressait et dans lequel je voulais évoluer ou dans lequel je voulais voir s'il y avait moyen d'évoluer. Et en fait, j'ai très vite accroché. Et de là sont venus des stages dans des galeries, des stages dans des bureaux de communication spécialisés dans l'art et le design, etc. Et puis, j'ai décidé, OK, je vais faire un master en histoire de l'art. OK. Parce que je sentais que je commençais à évoluer, que j'avais une connaissance qui était l'art contemporain surtout. Comme je disais, c'était l'art de mon temps. Mais que je voulais un peu plus m'approfondir dans une connaissance plus historique. C'est quoi l'art? C'est quoi l'histoire de l'art? Et du coup, tu as des masters histoire de l'art, tu as des masters de l'histoire contemporaine? Non, j'ai fait histoire de l'art. D'accord. Donc c'est vraiment tu peux te spécialiser encore? J'ai fait une spécialisation en effet en art contemporain, en effet, ou tout ce qui va avec. Mais le master était assez général. T'as fait ça où? À la VUB, en néerlandais. Okay. Donc après Namur, j'ai décidé que j'allais de nouveau faire mes études en néerlandais. Okay. Non, j'ai fait communication en néerlandais parce que j'ai regardé pour l'IEX, mais le programme où je l'ai fait, Erasmus Hogeschool, était plus un programme qui me collait. Et c'est vrai que après le master, j'ai regardé à l'ULB, mais l'ULB c'était 3 ans parce qu'il fallait faire une année passerelle. D'accord. Et j'avais déjà quand même avancé un peu, donc j'étais là, bon, on avance. Et à la VUB, c'était en 2 ans. Très bien. J'ai plein d'idées, plein de remarques, plein de questions. Remarques, mais j'adore. Non, remarques, mais... Non. Des petits feedback. Exactement. Je vais donner un exemple en fait, de ce que j'ai eu. Moi, j'étais allé à Accessible Art Fair. Oui. Alors, de nouveau, c'est quoi accessible? Est-ce que c'est à partir de 1 euro ou 2000 euros? Est-ce que c'est accessible? De nouveau, c'est très personnel et très relatif. Oui. Moi, je suis pas fan d'art de base, mais j'aime bien. J'aime bien parce que je suis curieux. Oui. Et j'aime bien qu'on m'explique. On avait fait une fois une exposition avec le boulot. C'était à Paris. C'était une exposition de Ando, très très béton. Tadao Ando, c'est un architecte. Ah oui, mais vous avez été voir à Pompidou non. C'était pas Pompidou, c'était la Bourse de commerce. Ouais. Ah, mais ça lui c'est l'architecte. Ouais. Tadao Ando, c'est l'architecte qui travaille en béton. Ouais, mais c'est de nouveau, c'est de l'art, quoi. Tu vois. Oui. Et effectivement, moi je connaissais pas. Oui, voilà. De nouveau, je crois qu'il est hyper connu, mais je connaissais pas. Il est hyper connu. C'est pas grave. Il a fait la maison de Kenny. Enfin, c'est cette maison de Kenny West, tu vois, qui est délabrée à Malibu. Ouais. T'as jamais entendu que Kenny West avait acheté ça il y a 5 ans et il l'a laissé complètement à l'abandon et tout ça, et elle ressemble plus à rien. C'est lui l'architecte de cette maison. Après, il a fait quoi? Il a mis du béton, quoi. C'est très bunker, non? C'est bunker, c'est un minimalisme japonais hyper ascétique, quoi. Ok, voilà ça. Et en fait, je me rappelle, j'étais resté avec une historienne de l'art qui était dans ce Bourse de commerce. Dans ce musée.
Qui est la collection de Pinault. Pinot, exactement, c'est Pinot. Et il y avait ce truc de bougie là, c'était des œuvres. C'est Urs Fischer, j'adore. Ouais, de nouveau, je sais pas comment ça s'appelle. Les sculptures, plic-ploc dans la rotonde, dont celles bien au milieu, qui sont des bougies et qui petit à petit... C'est éphémère parce que oui. c'est des bougies qui finalement se consomment. Et qui finalement ne vont plus rien être. Donc c'est une œuvre d'art éphémère. Quoi. Oui. Okay. C'est un pop-up, comme tu disais. Un pop-up. Pour moi, tout est pop-up. Tout est pop-up. Quand t'es en faillite, c'était une pop-up. Et donc finalement, j'étais resté avec une dame là qui, je te jure, on est resté 1h30. Alors peut-être elle en pouvait plus et j'étais peut-être horrible, mais en tout cas, j'ai posé plein de questions. Et puis après, elle parlait, elle allait dans telle direction. Et en fait, il y a ce fil conducteur artistique, mais l'art est tellement profond, tellement infini, comme je disais, que tu peux rester dessus des heures et des heures. C'est un sujet qui vraiment a tellement d'issues et qui est relatif et tout ça, mais qui est aussi très personnel. Ouais, exactement. Parce que tu disais que tu posais beaucoup de questions, c'est normal. C'est normal parce que c'est toi ton appréciation, ton idée que tu veux essayer d'en retirer. La dame, du coup, elle voulait transmettre son appréciation, sa connaissance. Et évidemment, il y a des convergences et il y a aussi des moments où ça allait à gauche et à droite et tu veux à nouveau regrouper ça parce que tu veux comprendre quelque chose de mieux. Donc du coup, c'est normal, mais c'est ça qui est chouette. C'est exactement ça, t'as bien résumé. En fait, c'est la passion, ça. T'as bien résumé, c'est exactement ça. Et donc, je reviens sur ce Accessible Art Fair, c'était à Tour et Taxi. Ouais. Et de nouveau, c'est quoi Accessible? Ça, on peut en parler après. Il y a 500 artistes ou 600 artistes, c'est grand, mais c'est moyennement grand, on va dire. C'est des stands. Et je me rappelle, on a fait le premier couloir, puis deuxième rangée, et puis là, directement, il y a des trucs que je trouvais ça joli, mais voilà, directement, il y a un truc, j'ai dit, ok, ça, je veux en savoir plus. On m'a expliqué, et en 2 secondes, je savais même pas le prix. J'ai dit, ok, j'achète, je veux ça chez moi, quoi. Après, je savais que c'était accessible, entre guillemets, donc ça allait pas être... que tu jouais avec du feu. Exactement. Mais je me suis vraiment dit, soit c'est tellement impulsif, et en fait, je me rends pas compte que c'est n'importe quoi. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur, mais c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Ouais. Soit, effectivement, c'est ma thématique, c'est ma direction, et en fait, c'est ça que j'aime bien. Quoi. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Et c'est ça qui montre que l'art est très personnel. Et peut-être que je vais voir la pièce et que je vais tout de suite comprendre aussi. Peut-être que je vais pas aimer du tout, mais que je vais comprendre par la suite en comprenant un peu plus sur la pièce et un peu voir dans ton ADN, si tu veux. Okay. Mais ça restera personnel. C'est pour ça que rentrer dans une collection privée de quelqu'un, c'est vraiment rentrer dans son intérieur d'âme, quelque part. Justement, tu vois. Et ce truc-là, il est à la maison. Et moi, j'aime m'expliquer. J'aime que les gens... donc c'est mon intimité, mais oui. Je suis très heureux de leur expliquer, de dire, ok, en fait ça, c'est fait comme ça, et ça, il y a ça, etc. Je suis vraiment heureux de leur dire, de partager. C'est ça, parce que c'est ça qui est censé faire l'art, c'est spark joy, c'est cette excitation sur l'objet, sur l'idée, sur la rencontre avec l'artiste, si elle a été là. L'artiste est chez moi, donc j'ai pris l'artiste avec, il est chez moi, il dort chez moi maintenant, il est avec moi. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, donc du coup, tu m'as appelé moi. Bien sûr. Ouais, lui, il est spécialisé dans un truc. Toi, tu connais tout. Comment est-ce qu'on valorise l'art? Ça, il y a moyen. Il y a moyen. Oui, il faut. Parce qu'il y a un marché pour tout. Il y a un marché pour tout. En fait, pour répondre à cette question, je pense que c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui voudra donner quelque chose pour un objet ou tout a un prix. Il y a toujours il y a toujours un fou. Qui est prêt à donner de l'argent pour un tableau, une sculpture ou quoi. Mais ça, c'est les mécanismes du marché, on peut dire, mais c'est un peu trop facile à résumer ça à ça. On définit un prix où on valorise sur base de l'avancement de la carrière de l'artiste. Où est-ce qu'il ou elle en est? Est-ce qu'il vient seulement de commencer? Est-ce qu'il sort seulement de l'académie? Est-ce qu'il est quand même déjà un peu établi? Mid-career, on appelle ça. C'est un peu spéculatif. Non, ici je parle juste de comment est-ce qu'on définit en tant que genre nous dans le marché de l'art, qu'est-ce qu'on met comme prix sur une œuvre qui sort pour la première fois. Parce que les estimations qui sont faites en maison de vente sont toujours des prix basés sur le marché qui a déjà fait un peu le tracé de cette œuvre ou de cet artiste. Mais donc du coup, oui, il y a l'avancement de l'artiste et ça, il y a aussi la reconnaissance institutionnelle. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu déjà des acquisitions muséales? Est-ce qu'il y a eu des publications? Est-ce qu'il y a une reconnaissance critique? Est-ce qu'il y a un buzz qui va autour, tu vois? Il y a aussi un peu des éléments psychologiques, évidemment, qui viennent voir avec ça. Mais tout ça permet quand même, en tant que galeriste, en tant que marchand, de définir un prix
et de mettre un prix sur un tableau, sur une pièce d'art. Mhm, Mais ça, mhm. c'est dans le premier marché. Attends, justement, on peut bien comprendre. Donc, l'artiste, Mhm. il vend, ou il donne, ou il expose son œuvre d'art dans une galerie. Oui, donc Toujours. tu as des galeries et ils travaillent avec des artistes, D'accord. un groupe d'artistes qui représentent. Et ces artistes-là, en effet, font des expositions. Ou Par exemple, toi, créent- tu bosses avec qui, là? Moi, je travaille pour la galerie Rodolphe Janssen, Ok, ici à ouais. Bruxelles. D'accord. Oui. Et eux, comment est-ce qu'ils choisissent les artistes avec qui ils travaillent? C'est une galerie qui existe déjà depuis longtemps, donc 1991. Donc il y a un groupe d'artistes qui est quand même déjà formé, qui se renouvelle, évidemment. Il faut se renouveler. Et puis aussi, il y a des artistes, ils s'en vont, ils reviennent. Enfin, c'est des artistes. Mais donc du coup, ici, on a un groupe d'artistes avec lesquels on travaille depuis un bout de temps. Certains 20, certains 15, certains quasi 30, certains 5, certains 10. Mais donc du coup, il y a un peu une récurrence. Donc c'est-à-dire qu'ils font une exposition. D'abord, une œuvre vient se mettre dans une exposition de groupe. Ça, c'est un peu quand on teste le terrain, quand on tâte un peu comment le public est réceptif ou non réceptif à cet artiste-là. Et puis voilà, quand il y a eu une masse critique qui était enthousiaste, on s'est dit ok, go, on va faire une exposition solo. Et donc du coup, l'artiste travaille à une exposition pour la galerie, qui est une exposition solo, qui peut être sur une thématique ou sur quelque chose qui montre, voilà, ça c'est la pratique de l'artiste. Et donc du coup, il consigne ou elle consigne ses œuvres à la galerie. Et donc la galerie vend ses œuvres. Ok, donc là, l'artiste, pour l'instant, tant que c'est pas vendu, il a pas d'argent. Non. Ok, donc c'est vraiment, il donne Oui, il donne, oui. à mettre en exposition. Oui, exactement. Ok. Exactement, oui. Ok. Et puis comment ça se passe? C'est l'artiste qui dit, ok, moi je veux minimum ce prix-là. Et puis la galerie dit, ok, moi je prends le reste. Évidemment. Ou c'est une marge tout le temps? Non, il y a une marge. Ok. Il y a une marge. C'est quoi la marge? C'est 50-50. 50-50. Ouais. Donc l'artiste, Prends 50. c'est 10 000 balles, il prend 5 000 et toi tu prends 5 000. Oui. Ok, 50-50. Mais Vas-y. je vois ta réaction et c'est une réaction que je reconnais. Les gens sont toujours un peu étonnés, parfois voire choqués, je pense, de ces 50-50. Mais il faut savoir que l'artiste crée l'œuvre et une fois la création est terminée, que l'œuvre a été transportée envers la galerie, tous les autres frais, tous les frais qui sont encombrés pour la promotion de l'art, pour la promotion de cette pièce, tombent sur le dos de la galerie. Ouais, non, mais donc la distribution, l'exposition, distribution, promotion, l'assurance, la transport. J'ai déjà dit transport, mais parfois il y a deux transports. Donc tout tombe sur le dos de la galerie. Donc finalement. Et c'est quoi votre promesse, vous, de la vendre? Ou c'est quoi ton conversion rate, ton taux de conversion Par rapport à. Quelle est ta promesse de vente? Il n'y a pas de promesse de vente. Non, mais tu comprends. Hein, oui, je comprends. Oui, non. Qu'on fait notre mieux. Et on fera toujours notre mieux. Une vente, c'est combien de temps, plus ou moins? Allez, tu prends une œuvre d'art, elle reste combien de temps? Je dis toi, mais en moyenne sur le marché. Oui, j'ai compris. Il y a des artistes qui sont tellement en demande, qui sont tellement hot, comme on dit, qui partent le premier jour. Le temps, le temps du vernissage, et même avant déjà. Parce qu'il y a une liste d'attente parfois. Donc le go live, c'est un vernissage d'office. Quand vous entrez des nouvelles œuvres d'art, c'est le vernissage. C'est le vernissage. Le vernissage, c'est la première exposition. Le vernissage, c'est l'ouverture de l'exposition. C'est ça, ok, d'accord. Oui. Okay. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quand même beaucoup de ventes qui se concluent, qui se font. Il y a des prix un peu early bird, tu peux négocier ça? Non. Ou pas? Ça se négocie pas. Si, il y a toujours une marge de négociation. Ça veut dire, ça dépend un peu aussi quelle est la proximité que tu as avec l'acheteur. Si c'est un collectionneur / client qui t'achète vraiment beaucoup et avec qui tu as une bonne entente, c'est ça qui soutient ton programme depuis très longtemps, qui ne soutient pas que les artistes stars et hot que tout le monde veut, mais qui achète aussi des artistes qui sont moins faciles à vendre. Bah là, évidemment, we meet in the middle, entre guillemets, tu vois. Mais c'est pas, il n'y a pas quelque chose en mode genre, ah oui, vous êtes les premiers à acheter, bah voilà, premier venu, premier servi, première réduction. Non, surtout pas, parce que du coup, quand tout le monde se l'arrache, entre guillemets, au début, bah, il n'y a quasi pas de marge de manœuvre, parce que pourquoi on devrait? Imagine, j'arrive, l'œuvre est à 10 000 euros, et moi je te dis, écoute, 9 000 euros, je la prends. Tu peux être OK ou pas, et si c'est OK, tu prends sur la marge de la galerie ou la marge de la... Ça, c'est toujours des conventions qui sont mises en accord avant, avec l'artiste. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on partage les 10%? Est-ce que vous ne voulez absolument pas 10%? Est-ce qu'on est d'accord pour les 10%? Souvent, jusqu'à 10%, ça se partage. Parce que c'est dans l'intérêt de la vente, etc. Dès que ce sont des réductions plus importantes, et il y en a des importantes,
par exemple, si on vend à des musées, des institutions, etc., là, on est plus clément parce qu'on sait que les budgets sont un peu moindres. Il y a moins de budget dans le public que dans le privé. Et c'est dans l'intérêt de l'artiste et de l'évolution de sa carrière d'être exposé. Parce que justement, ça fait aussi valoriser l'œuvre. Mais imagine que tu me proposes 7000 et qu'on n'est peut-être pas le premier jour, mais genre la 4e semaine, et qu'il y a encore 2-3 toiles qui restent. Bah voilà, on est aussi des business, des commerçants, exactement. Donc du coup, il faut aussi réfléchir. On va pas dire catégoriquement non, mais on va prendre en considération. Et là, c'est une conversation qui se fait avec l'artiste. Jusqu'à quel point on veut pas partager ça, ou est-ce qu'on dit ah non, on reste quand même un peu ferme. Et parfois, on doit, parce qu'on peut pas non plus brader les pièces. C'est pas dans notre intérêt non plus. On veut gagner de l'argent. Toutes les pièces qui sont là, c'est des vrais? Oui. En contemporain, évidemment. Ouais. Évidemment, oui. Il n'y a pas des copies parce que ça coûte vraiment cher? Non. L'art contemporain n'est pas assez fou en termes de prix et en termes de ce qu'il y a sur le marché. C'est quoi l'œuvre chez toi la moins chère et la plus chère? La moins chère doit être autour de 5 000, je dirais. La plus chère, facilement vers les 200 000. Ok, t'as pas des trucs à des millions d'euros, quoi? Non. T'as déjà eu ça? Moi, non, personnellement. Non? J'ai une fois été impliqué dans une vente, mais plutôt dans le côté vente, de 750 000 $. Ok. Donc ça touchait le million. Ok, et comment ça se passe du coup? Il y a un protocole derrière, c'est juste un petit virement, je te fais un QR code et tu mets ça. Comment ça marche? Aujourd'hui, c'est tout un protocole parce qu'on ne peut plus accepter de l'argent Bien sûr. Tu dois faire un peu du money laundering check. KYC et ML, exactement. Know your customer. Donc aujourd'hui, avant, je me souviens très bien, on pouvait venir avec du cash et l'affaire était réglée. Ouais. C'est quoi la plus grosse valise de cash que tu as reçue? Tu peux dire ça? Non, je ne sais même plus. Moi, personnellement, quasi pas, parce que je travaille dedans. Ça, c'est vraiment à l'ancienne. C'est vraiment à l'ancienne. En fait, je parlais plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire que quand ma mère, parfois, achetait c'est pour ça que je faisais... Mais de toute façon, tout ça est passé. Tout ton compte d'épargne, le compte kangourou de Arne, hop là. Donc du coup, moi je suis rentré dans le monde de l'art où il y avait déjà quasi une régularisation qui se faisait, qui était en route. Donc j'ai pas connu ces temps fous, mais j'imagine qu'à un moment donné, ça a dû être fou les valises. Mais donc du coup, aujourd'hui, on doit tout vérifier, on doit savoir qui achète le tableau, qui va payer, si c'est pas la même personne. Pourquoi, où est le compte, et on doit savoir que ce compte est bien lié à cette personne, tout ça quoi. Comment investir dans l'art du coup? Ça c'est un peu ce que tout le monde voudrait savoir, c'est comment spotter l'artiste spéculatif qui va monter, ou comment investir. Et deuxième question, prenons un curseur de 0 à 100, donc j'ai 100 000 euros, je vais mettre 10 000 euros dans la bourse, je vais mettre X euros là-dedans, je devrais mettre combien dans l'art? Selon toi, il y a des gens qui achètent des montres. Oui. Je dis, ok, ça, je vais acheter la Rolex Daytona, je sais qu'elle va monter. Il y a des gens qui vont acheter des bijoux. Mais bon, même les montres, tu l'as vu aussi, pendant le confinement, tout le monde s'arrachait les montres. Ouais. Ouais, tout le monde. Ouais. Oui, parfois dans la rue aussi, mais je parlais plutôt. S'arracher entre eux ouais, j'ai compris. Symboliquement et gentiment. Et parce qu'il y avait cet engouement, et il y avait aussi. Et puis Patek a dit qu'ils allaient arrêter la production de la Nautilus, etc. Mais là, on a déjà un petit retour aussi. Les montres, ça commence aussi. Les prix ne sont plus les mêmes prix. Les prix sont plus les mêmes prix qu'il y a. Le marché est toujours gagnant. Le marché est toujours. On revient à une situation de marché. Oui, exactement. Ouais. Et donc, du coup, avec l'art, parce que tu dis spéculer, l'art n'est pas. Si, les gens le font, c'est un investissement. Have a guess. Oui, exactement. Mais aujourd'hui, on est dans un marché où, avant, un artiste qui coûtait 10 000 euros, 20 000 euros, il pouvait vraiment grimper jusqu'à des prix pas possibles en peu de temps, et tu pouvais vraiment monnayer ça assez rapidement et facilement. Mais aujourd'hui, ce n'est moins le cas. Pour vraiment avoir un retour de spéculation ou d'investissement, il faut déjà aller taper dans des montants plus élevés, voire 100 000 euros parfois. Okay. Pour avoir la certitude que tu vas en retirer la même somme ou augmenter et ne pas perdre ton investissement. bien augmenter, donc pas perdre, ou bien avoir un retour assez intéressant, il faut déjà quasiment mettre 100 000 euros. C'est ça. Parce qu'après, il faut un marché derrière pour le racheter. Oui, exactement. Et le problème, c'est ce qui est passé, c'est qu'avec ces artistes à 10, 15, 20 qui ont grimpé hyper vite, c'est que tout d'un coup, le marché le prenait, mais le marché aussi, à un moment donné, arrête de gober.
Parce que c'est comme je disais là tantôt, c'est qu'il suffit d'avoir un fou qui achète le truc. Oui, ok, mais ça ne fait pas un marché, comme je disais. Bien sûr. Donc, du coup, il faut un deuxième fou. Oui, il faut un deuxième fou et il faut plusieurs fous pour pouvoir légitimiser ça. Et donc, si les fous sont tous plus fous ou fous pour un autre truc, bah, le marché arrête d'exister et du coup, c'est l'implosion. Et c'est ça qui se passe avec quelques artistes comme ça, hot, contemporains, etc. Comme qui, par exemple Non, il n'y a pas de nom, mais c'est qu'il y a des artistes qui ont connu des prix en 5 ans, mais hyper flambés, et la 5e année et 2 mois, tout à fait le slide vers le bas, quoi. Okay. Parce que trop vite, trop cher, trop ci, trop là. Il faut quand même du coup, c'était overpriced. Oui, mais parce que c'est le marché qui a fait ça aussi. Hein. Parce qu'ici, on a beaucoup parlé des galeries, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a les maisons de vente aux enchères. Et là, parce que les prix parfois ne collent pas forcément à ce que nous, dans les galeries, on demande, parce qu'on tient compte de tous ces éléments que je disais, hein, donc les coûts, la reconnaissance institutionnelle. Mais quand cet artiste est hyper en demande, le marché est prêt à payer beaucoup plus. Imagine, toi, tu as vu, et le budget n'est pas un souci, tu as vu une pièce chez nous, par exemple, que tu veux absolument, mais on t'annonce que c'est sold out, que tout est vendu et qu'il n'y aura pas de pièce avant 6 mois, 1 an, parce que l'artiste travaille justement pas au rythme de Picasso, mais à un rythme ou sur autre chose et il refait ça après. Exactement. Ouais. Mais toi, tu veux absolument une pièce de ça pour avoir chez toi, tu vois, t'es motivé, t'es chaud, etc. Dans 6 mois, ça passe en vente aux enchères dans une maison de vente. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu n'es pas le seul, parce que si toi le veux, quelqu'un d'autre veut. Vous êtes à 2 dessus, évidemment. Ça surenchérit. Et là, tout d'un coup, la valeur de marché de cet artiste ne sera plus les 20, 50, 70 000 que nous, dans la galerie, on avait décidé que c'était le prix, mais on est à des 200 000, 300 000, 400 000, soudainement. Mais ce n'est pas représentatif pour le marché. Les artistes ont parfois intérêt à garder des œuvres à côté. Absolument. Pour, au cas où, entre guillemets, ce type d'œuvre prend de l'ampleur. Oui, exactement, oui. Mais c'est surtout nous, en tant que galerie, qui sommes quand même un peu le gardien de l'artiste, qui veulent faire son marché, faire évoluer la carrière. Carrière égale marché, bon, c'est un peu rapide, mais quelque part, oui. Et donc, du coup, on veut quand même garder, paisible n'est pas le mot, mais genre apaisé. Que ça soit pas flambé, quoi. Parce que si ça se passe comme ça, oui, ça va faire le buzz du moment et que 200 000, 300 000, 400 000, mais l'artiste ne profite pas de ça, nous non plus, parce que c'est la maison de vente aux enchères qui du coup reverse une grande partie de cette somme à l'acheteur qui l'a acheté peut-être chez nous ou dans une autre galerie. Et ça, on ne veut pas. On veut quelqu'un qui est vraiment un custodien de cette œuvre, de cet artiste, on the long run. Qu'est-ce que tu conseilles du coup à quelqu'un qui veut s'intéresser dans l'art, qu'il ait 15 ans, 20 ans, 35 ans, 45 ans, peu importe, pour s'y connaître un peu mieux et avoir une sorte de grille de lecture de l'art? Qu'est-ce que tu conseilles? Je pense que la première chose, vraiment avec un base qui est nihil, comme tu dis. Parce que c'est assez niche quand même, on est d'accord. C'est hyper niche, absolument. Ouais. Mais c'est instruire son œil. Je pense qu'instruire son œil est très important. Instruire son œil. C'est aller regarder. Ok, mais il faut une grille de lecture du regard. Oui et non. Oui, pour comprendre, oui, mais je pense qu'une des choses, c'est vraiment genre regarder, voir et entraîner son œil, mais aussi définir pour soi-même, ah oui, qu'est-ce que j'aime bien? C'est en allant regarder. C'est pas en lisant. C'est en lisant qu'on s'instruit, certes, mais c'est pas en lisant dans des livres et en écoutant des interviews ou des podcasts. Ou les deux, ouais. Non, les deux, évidemment, se complètent complètement. Ouais. Mais je pense qu'un aspect très important et que les gens oublient souvent, c'est qu'il faut aller regarder. Il faut aller regarder les musées, regarder les expositions. Qu'est-ce que tu conseilles ici? Prenons un cas pratique. Ici, moi, on va dire que j'y connais rien. Okay, c'est quasi le cas. Je te dis là, maintenant, j'ai envie de m'intéresser. Je mets 3 mois pour vraiment m'instruire et m'intéresser. Donne-moi le top 3 des musées à faire et comment le faire et pourquoi le faire. À Bruxelles, malheureusement, on n'est pas super bien loti en musée, mais attends, on est bien loti en centre d'art et en galerie. D'accord, ok. On a le musée des Royaux des Beaux-Arts, il y a des super belles pièces, il y a des bonnes expositions. Malheureusement, pas à la hauteur, je trouve, que devrait avoir un musée de cette envergure dans un pays comme la Belgique, mais ça, c'est un problème communautaire. Mais on a le Wheels, c'est un centre d'art contemporain à Forêt, le Wheels, qui existe maintenant de... Wheels.
Oui. Ah oui, ok. Oui, Wheels. Ok. Hot Wheels. Des petites voitures. Oui, voilà, exactement. C'est le musée c'est le musée de l'automobile, en fait, mais que j'ai dit sur un autre nom. Auto World. Très bon musée, j'adore. J'ai passé tous mes mercredis après-midi là-bas. Chez Auto World. J'ai grandi à côté du cinquantenaire. Donc j'allais une fois à Auto World, une fois au musée d'armée, une fois au musée égyptologie qui est juste derrière. Ouais, ok. Ouais, et Mini Europe. J'adorais. Mais donc du coup, le Wheels, donc à Forêt, le Beaux-Arts, pas très Ouais. mais dans le centre. Hein. Ouais, puis tu finis par un petit lunch Ouais, chez Torosian. oui, exactement. Ouais, Et très bien. ça, c'est plutôt toi que. Toi, Je t'attends au resto, Arnaud. Ah, mais avec plaisir. Ah, bah, si tu vas si on fait un resto, je t'emmène au musée. C'est un deal. Ok, c'est bon. Non, le Beaux-Arts a vraiment des super bonnes expositions. D'accord. Super bonnes expositions, une programmation vraiment très, très bonne. Et puis, les galeries. Bruxelles a une offre incroyable de galeries d'art contemporain qui sont donc des espaces commerciaux, mais les gens oublient que ce n'est pas le seul but de ces espaces ou de ces organisations. C'est aussi juste de montrer. Ces galeries sont libres. On pousse la porte ou on la tire, ça dépend dans quelle direction. Et il y a des expositions d'artistes nationaux, internationaux et parfois même de très grandes statures internationales qui sont juste là pour tout le monde. Mais comment on est au courant payer. de ça? Pardon? Comment on est au courant de ça? Comment C'est vrai que ça, c'est un peu une partie parfois un peu trop cachée ou moins connue, un peu confidentielle, oui. Et les gens, et ça, c'est l'autre problème, c'est que quand les gens sont au courant, ils ont un peu peur d'y aller parce qu'ils pensent qu'en fait, on est là que pour vendre. C'est un peu comme les magasins de luxe. Bon, évidemment, les magasins de luxe, il y a le côté hyper Consumériste. Ouais. Qui est présent. C'est que dès qu'on rentre, les vendeurs sont tous là, ils te regardent en mode genre, on peut faire quelque chose. Bien sûr. C'est ça. Et je pense que les gens associent un peu ce monde de l'art à ça. Il y a évidemment des convergences, mais qu'on est là juste pour vendre un tableau ou pour vendre des tableaux, etc. Mais comme j'expliquais plus tôt, la plupart du temps, ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps, les expositions sont déjà en grande partie ou même complètement vendues lorsque le vernissage et les jours qui en suivent ont découlé. Donc on est là pour savoir, en fait, on est là pour montrer, on est là pour que l'artiste a une plateforme qui est donc la galerie, on est là aussi pour partager. Il ne faut pas hésiter, mais je comprends que ça peut être un peu effrayant ou que les gens savent pas, etc. Mais on est là aussi pour parler, pour partager. Donc les questions, etc. On aime bien de répondre à des questions et on va pas automatiquement penser ah oui mais maintenant vous avez posé une question sur cette toile là. Elle est disponible encore. Vous allez l'acheter, non? Non, certainement pas. Ouais. Ça, on ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est tellement confidentiel. Je disais une stat, 97% des gens ne savent pas acheter de l'art. Donc considère dire, en fait, j'avoue, je ne sais pas comment faire pour acheter. Ni comment, ni pourquoi, ni valoriser, ni l'œil, etc. Ouais. Et deuxième stat, c'est plutôt français, et je voulais aussi en venir là-dessus, sur la culture belge et française. Ouais. Donc c'est très bien que tu dises que la Belgique est un foyer de galeries, je crois que c'est vrai. Par Oui. contre, les expositions, les musées en France, c'est quand même hallucinant. Tu peux faire un mois entier en France, Mais oui. à Paris, Seulement à juste Paris. Et encore, je pense que tu n'as fait que les grands. Et tu fais que les grands. Exactement. Et encore, t'as raison. Mais du coup, je disais qu'il y avait 900 000 artistes en France. 900 000 sur 60 millions, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Et de ces 900 000, il n'y a que 15 000 qui en font une vie. Qui en font une vie de luxe. C'est-à-dire que la moyenne gagne sa vie à 2000 euros, 2200 euros net par mois. C'est fou, hein? Oui, et que 15 000 en font une carrière, et une carrière de luxe. Oui, c'est ça, oui, c'est une grande carrière. Comment t'expliques ça? Les gens, quasi 100%, hein, donc 97% des gens disent, en fait, j'avoue, je ne sais pas acheter, je ne sais pas valoriser, j'ai pas l'œil. Par ne pas savoir, c'est ne pas être en capacité monétaire ou ne pas être en capacité de ne pas savoir comment le faire. Je parle même pas de l'argent. C'est plutôt la capacité d'identifier, de se dire. Ça, je pense que c'est quelque chose qui vraiment, il faut le vouloir et il faut aussi savoir, et c'est quelque chose en effet que le monde de l'art, donc nous, on a un grand devoir encore, c'est d'ouvrir nos portes encore plus et d'être un peu moins élitaire, certes. Ouais. Okay. Parce qu'il y a cette idée qui est parfois un peu exagérée, mais parfois à des petits parts de vrai, c'est qu'on est un peu fermé, un peu entre nous, etc. Okay. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la création, ce n'est pas dans l'intérêt de l'artiste. Et aussi de ce qu'on veut faire, c'est-à-dire c'est de quand même promouvoir l'art, promouvoir l'artiste, promouvoir les trucs. Donc ça sert à quoi alors si on garde ça entre nous?
Mais c'est pour ça que je pense que des initiatives comme Maison particulière à l'époque, parce que ça n'existe malheureusement plus, ou Bourse de commerce, ou un tas d'autres projets de collectionneurs privés qui ont décidé de retirer l'art de la sphère publique, la remontrent au grand public. Ok. Parce que beaucoup de gens, ou des gens se heurtent un peu parfois à cette idée, un collectionneur privé, nanana, mais finalement, ce sont des gens quand même qui achètent de l'art pour leur propre plaisir, in the first place, mais qui, à un moment donné, quand ils ont construit une collection qui valait quand même la peine d'être remontrée, parce qu'il y a des collections privées aussi qui ne sont pas assez intéressantes pour les montrer, qui c'est très bien que ça reste dans la sphère privée ou que entre quatre murs et que l'intérêt n'est pas très grand. Mais donc oui, je trouve ça bien que ces collectionneurs privés montrent ça. Et je pense que le plus de gens qui sont en contact avec l'art, mais l'art contemporain surtout parce que c'est ça qui fait la partie des galeries et de marchands, le commerce, etc., le plus de gens qui peuvent se dire « Ah, mais en fait, c'est intéressant, ça fait vibrer, ça fait réfléchir, ça bouscule, ça fascine. » Et donc, du coup, je pense que c'est ça, en fait. Mais c'est de savoir. Et beaucoup de gens ignorent à quel point Bruxelles n'a peut-être pas les musées comme en France, il y en a, parce que c'est vraiment une grande différence, comme tu as déjà un peu touché. Mais on a les galeries. On a vraiment les galeries qui sont d'un niveau hyper respecté, hyper réputé mondialement. Mondialement, oui. Il y a des gens qui viennent des États-Unis ou de Chine pour voir les galeries. Donc, c'était Art Basel il y a 2 semaines. Ouais. Et la semaine d'avant, tu sentais une présence d'internationaux en Belgique. Et moi, j'ai même eu des collectionneurs chinois qui sont venus à la galerie par hasard. Je ne les connaissais pas. Parce qu'ils allaient à Bâle après. Ils allaient à Bâle, donc ça c'est l'avantage, c'est qu'évidemment ils combinent Bruxelles, etc. Mais ils ont décidé de venir à Bâle. Ils allaient à Paris après, mais ils ont aussi fait Bruxelles. Et donc du coup, on a visité l'atelier d'un artiste de chinois à la galerie. Mais donc du coup, ils étaient quand même ici. Ils ont quand même décidé d'aller à Bâle. Ça c'est logique entre guillemets, parce que c'est un peu la foire des foires. Paris parce que c'est Paris. Mais ils ont quand même décidé de venir à Bruxelles. Okay. C'est quoi les concepts des galeries d'art? Donc, je t'avais parlé assez rapidement de Florence, qui a Art Demain, de Demain Art, Demain, qui a aussi sa galerie. Elle n'a pas une galerie parce qu'elle n'a pas des murs physiques. Donc mais elle fait des expositions. Ah si, maintenant au Sablon. Ouais, au Sablon. Mais ça a fini, non? Ça a fermé ses portes déjà, je pense. En tout cas, il y avait un hub d'artistes. Oui. Et puis oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un concept. Puis après, toi, il y a une galerie classique ou pas classique? Classique, c'est-à-dire que c'est comme je disais là tantôt, donc c'est White Cube. Ouais, c'est-à-dire que c'est les murs blancs, néons White blancs. Cube, Ça s'appelle le White Cube. Ça, c'est vraiment le concept. C'est un concept qui est venu un peu dans les années 70-80. Pourquoi White? Parce que l'œuvre ressort mieux? Parce qu'en effet, vraiment oui. Oui, ça surtout, mais surtout parce que c'est un peu genre le mélange de toutes les couleurs pour l'œil, et puis ça fait ressortir, et c'est aussi la background la plus neutre qui puisse y être pour l'œuvre et pour montrer. Mais je sens et je pense qu'on est un peu en train de se défaire de ça, qu'il faut un peu plus être créatif sur les concepts. Créatif, ouais. Okay. Je pense que juste taper quelques tableaux dans un espace blanc. C'est quoi créatif? Tu mets quoi? Tu fais plusieurs vernissages avec un DJ. Je pense que c'est très important aussi. T'as capté, moi je venais pour le DJ. Oui, exactement. Oui. Non, ce qui est, c'est de faire une offre, d'offrir une expérience sensorielle au-delà de juste le mur blanc. Et par exemple, on travaille avec une artiste qui est très colorée, très immersive dans ses tableaux. Et dans plusieurs de ses expositions, ce qu'elle a déjà fait, c'est passer au-delà du tableau et c'est encore une fois reprendre tous les murs de la salle d'exposition, que ce soit chez nous à la galerie ou des autres lieux où elle fait des expositions. Et c'est aussi peindre sur les murs. Et donc, tu as vraiment cette immersivité complète. Okay. Et donc, ça, c'est chouette parce que tu plonges beaucoup plus dans l'univers encore de l'artiste. Parfois, juste une toile n'est pas assez, même si la plupart des toiles devraient quand même avoir cette force, cette stand-alone, pour être stand-alone. C'est quoi les artistes les plus fous là, que tu as en tête, comme ça, à me citer? Et pourquoi? Avec quelle thématique? Là, tu parlais justement d'artistes qui peignent au mur directement. Mais par fou, tu veux dire quoi? Le truc que tu aimes bien, les trucs qui sortent un peu du lot. Le truc de bougie, là, justement. Urs Fischer, oui. Ouais. Il y a d'autres gars comme ça, tu te dis, OK, ça, c'est quand même des gars à aller voir. Maurizio Cattelan. OK. Il fait quoi, lui?
Le plus récent que tu as pu entendre, c'est le Comedian. Ouais, ok, d'accord. La banane qui scotchait au mur. Ok, et donc avec- lui, donc ça, typiquement, question classique, ça, cette banane là qui est partie à des millions. 6,2 millions. Ok, ça c'est justifié pour toi. Justifiable. Vas-y. Pas justifié. Vas-y, Justifiable. Vas-y. Justifié parce qu'on est quand même dans des gammes de prix. Enfin, c'est même pas une gamme de prix, c'est juste un prix extrêmement. C'est dérisoire, hein. Ouais, exactement. Mais ça, justement, ça, c'est le type exemple de ce qu'un fou est prêt à en donner. Il fallait juste une personne et c'était ce. On sait qui a acheté ou pas? Oui, hein, Ouais. c'est un Chinois. Crypto Jackson, je pense. Oui, c'est un crypto et justement, il a dit que il a plus vu ça, je pense, pour un coup de pub pour sa plateforme de crypto Plus bas 6 millions. oui, exactement. Que en fait, la pièce même. Enfin, Non, j'ai compris. Hein. et donc du coup, mais Parce que cette banane, c'est une vraie banane. c'est une vraie banane, oui, qui Donc, d'ailleurs doit être remplacée tous les jours. Voilà, elle doit être remplacée. c'est ce que Et je veux il dire. a mangé le lendemain, il a fait une conférence de presse quelques jours après à Hong Kong où il a mangé la banane. Mais évidemment, c'est parce qu'on a. Il a là, c'est mangé vraiment, 6 millions d'euros. il a mangé 6 millions et 200 000. 200 000. Mais donc, du coup, là, ça c'est vraiment l'exemple aussi de l'idée, le concept qui compte. C'est vraiment genre l'évolution de Marcel Duchamp, l'urinoir. Je l'ai pas celle-là, vas-y. L'urinoir de Marcel Duchamp, qui était placé dans un musée et que Ok. tout d'un coup, les gens demandaient « Ah, mais pourquoi ?» etc. Où là, vraiment, le concept, le ready-made, quoi, l'objet trouvé. D'accord. Où un Ok. objet, ce verre, peut devenir une pièce d'art juste par le concept qui est derrière et par le processus artistique que l'artiste y a accordé. Et donc, du coup, cette banane-là est vraiment le fruit de ça. Ok. C'est vraiment l'ultime de ça. Mais cet artiste-là, Maurizio Cattelan, est vraiment un petit fou en fait du monde de l'art. Parce que maintenant, je vois ce que tu voulais savoir. Un petit fou parce qu'il ne fait que des trucs, et ça j'adore, qui poussent un peu les limites, qui sortent un peu des sentiers battus et surtout qui se moquent un peu du système du monde de l'art, tu vois, parfois. Un peu comme Banksy. Banksy, oui. Oui, je dirais oui. Banksy. Et il y a aussi un autre duo d'artistes, c'est Elm Green and Draxet, danois, mais ils vivent à Berlin, travaillent à Berlin. Et eux aussi, ils font des sculptures, des installations. Ouais. Et c'est hyper moqueur du système, du monde de l'art. Petite question justement par rapport à ça. Donc, pour décoder des situations, des pièces, des concepts, comment est-ce qu'on peut faire? Donc, typiquement, la Joconde. Prenons deux exemples classiques. La Joconde et la banane. Oui. J'arrive dans un musée et je vois la Joconde. Déjà, il y a 200 personnes devant. Oui. C'est très chiant. Oui. Mais elle aura bientôt sa propre entrée. Hein. Ouais, ok. La directrice du Louvre, Laurence Descartes, qui est l'ancienne directrice du musée d'Orsay, déjà, il pleut partout dans le Louvre. La situation est assez triste. Mais donc, du coup, elle a dit qu'il y a tellement de visiteurs qui viennent que pour la Joconde, vraiment que du coup, il faut... ils vont faire un musée à part. Pas un musée, mais une entrée, parce qu'il faut écouter ce que le public veut. Ouais. Et si les gens veulent la voir, l'expérience muséale des autres visiteurs est un peu dérangée par les gens qui viennent en horde juste pour la Joconde. Donc, du coup, donnons là son entrée. C'est quoi les prouesses derrière? Qu'est-ce qu'il y a de si fou? Donc, il y a le regard, évidemment. Je pense que c'est aujourd'hui, je pense qu'on est passé un peu à un aspect mythique par la mythe. Tu vois, que le mythe a rendu le truc mythique. D'accord. Hein. Que ce n'est même, je pense que la plupart des gens qui vont aujourd'hui voir la Joconde vont la voir purement parce que c'est la Joconde, le nom. C'est top of mind, truc. en fait. Oui, voilà, c'est top of mind, sans même encore savoir pourquoi ils y vont. Je pense qu'à un moment donné, ça a dû être vraiment pour cet aspect que les yeux te suivent, que le regard est porté sur toi, et sur un peu cette sérénité et mystification qui est sur cette dame. Mais selon toi, si tu vas effectivement dans ce musée, est-ce qu'il y a des trucs qui valent plus la peine que la Joconde? Déjà en face, ouais. il y a un magnifique tableau, donc tu as la Joconde. Ouais. Je ne sais plus, mais je sais qu'il est magnifique. C'est un énorme. C'est pas Guernica?
Pardon? Guernica, Non, c'est à Madrid. C'est Madrid, ouais, il me semble. C'est à Madrid qui vaut la peine aussi. Et il y a Ouais. un peu moins de monde, mais quand même beaucoup de monde aussi. Après, c'est plus grand. Donc C'est plus grand, donc tu peux choisir ton mètre carré, C'est vrai? pour aller. Enfin, tu peux Ouais, te positionner d'accord, devant, ouais, c'est ça tu que je peux voulais dire. sélectionner, ouais. C'est les sélectionner. Et il y a un peu plus de fluidité. Là, je compte, tu arrives et tu as cette Mais c'est espèce l'enfer. de parcours pour arriver devant, avec déjà derrière verre. Mais c'est l'enfer, c'est un Disney. Oui, exactement. Que ce soit des amis ou non, peu importe, tu conseilles qui? Qui on doit aller voir absolument? C'est quoi les noms à suivre, les gens à suivre? Oh, ça, c'est une question que je reçois beaucoup et je n'arrive pas jamais à répondre parce qu'il y a tellement Ok, d'artistes. c'est le moment aujourd'hui. Oui, d'y répondre. il y a tellement d'artistes avec lesquels. Ah, tu dis tiens, celui-là, je clique bien, j'aime bien, j'ai envie de le suivre, ça serait cool qu'on lui donne sa chance. Ça serait qui et pourquoi? Bah alors, je vais juste le dire avec un jeune artiste que j'ai vu récemment ici à Bruxelles, Ouais. Louis Lequien, un photographe. Photographe, ok. Ouais, d'accord. photographe. Et je vais dire ça parce que ce n'est pas mon univers ou mon médium de base, Ouais. parce que je m'y connais pas. Je pense que c'est vraiment quelque chose encore de supplémentaire à étudier parce que je connais pas le médium, je ne sais pas le maîtriser moi-même. Bon, je ne sais pas peindre non plus, mais pour une raison ou une autre, j'ai toujours trouvé que la photographie est toujours très difficile parce que la photographie, quand est-ce qu'elle devient artistique et quand est-ce qu'elle n'est pas juste la photographie? Parce Ouais. que c'est justement la photographie qui a fait qu'on est tombé de l'art illustratif à l'art plutôt abstrait et conceptuel et tout ça. Mais donc, du coup, aujourd'hui, la photographie, c'est l'art aussi. Mais à partir de quel moment elle est artistique? Et justement, je trouve que lui, il a vraiment c'est abstrait. Donc, ça rejoint peut-être plutôt ce que moi j'aime. J'aime beaucoup l'art abstrait. Ça, c'est vraiment de mes courants, de prédilection. Et donc, du coup, c'est une photographie très abstraite et il maîtrise très, très bien la technique. Ok. La photographie, etc. C'est des beaux formats, c'est ambitieux. Donc, oui, ça mérite, ça vaut le détour, comme on dit. Ok, très bien. On va devoir terminer. Donc, question finale, ou en tout cas, pour finaliser, j'avais un petit jeu à faire avec toi. Petite animation. Je vais te décrire une situation et tu me dis si c'est art ou pas art. Mhm. Ok? Facile. Un tas de gravier dans une exposition. Art ou pas art? Dans le contexte, ça dépend qui est l'artiste. Ok. Ouais. Oui, c'est des réponses diplomatiques, mais il y a des artistes land art, ça s'appelle. Ouais. C'est des artistes qui font de l'art dans la terre, Ok. land art. Et donc il y a cet artiste Richard Long qui travaille avec des pierres, de différentes sortes de pierres, blanches, marbre, pierre ou de la terre même. Mhm. Donc il prend la terre sur les murs de la galerie. Et donc lui, par exemple, il est 100% légitime d'utiliser des graviers. Mais un artiste qui a pendant toute sa vie peint de la figuration, Ouais. et il est vraiment de la bonne figuration, qui tout d'un coup me met des graviers, je ne vais pas comprendre. Je vais être là, mais pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans sa démarche. Ça ne rentre pas dans sa pratique artistique. Une performance où quelqu'un reste immobile pendant des heures dans un espace public. J'aurais beaucoup de mal. Ouais. Les performances, ça peut être très, très impactant et ça peut être très déroutant. Enfin, dire, il y a des performances qui ont leur raison d'être, Ouais. mais je pense que c'est très intéressant parce que c'est une confrontation à l'immobilisation et ça, on ne veut pas. On veut toujours avancer, on veut toujours évoluer, on veut toujours sauter. Ok. Et je pense que c'est très intéressant finalement. Oui, art, Ok, art, ok. art. Ok. Un graffiti dans un nouveau bar qui a été rendu délabré ici à Bruxelles. Décoratif. Décoratif, ok. Une pile de boîtes de conserve exposée dans une galerie. Warhol revisité, Ouais, bien post-apocalyptique. Et donc, bien ou pas? Art ou pas? Non. Pas vraiment. Revisité. Facile, revisité. Facile. Hein. Revisité, facile. Ok. T'as pris un bouquin avec parce que je t'ai posé la question que je pense tout le monde te pose. Oui, C'est, exactement. tiens, voilà, moi j'ai fait un truc, moi aussi je sais faire de l'art. Exactement, Je te oui. disais le monochrome de Whiteman. Exactement, oui. J'ai pensé à ces livres-là déjà avant évidemment, sinon je ne l'aurais pas pris, mais quand tu as dit ça, parce qu'en effet, c'est une question que je pensais que tu allais me poser à un moment donné. Je me suis dit, mon gosse de 5 ans aurait pu faire ça. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est aussi un peu la question que tout le monde se pose. Ouais. Ouais. Mais c'est un très bon livre qui s'appelle Why Your 5-Year-Old Could Not Have Done That, Modern Art Explained. Okay. Et c'est vraiment super bien. Il y a une petite introduction qui dit très très bien d'où on est passé de l'art illustratif très réaliste
à un art beaucoup plus personnel et basé sur des émotions, etc. Ce qui a fait ça, etc. Et puis, il y a un tas d'œuvres, je pense qu'il y en a 100, qui sont expliquées de l'art moderne. Donc, allant de un Marc Rothko, un Félix González Torres. Merci pour le cadeau. Oui, voilà. Écoute, oui. Ok, donc c'est expliquer le Moi, comment, écoute, pourquoi... tu peux l'avoir parce que moi, je l'ai pas besoin, puisque moi, il faut pas m'expliquer tout ouais, ça. c'est vrai, je peux. Oui, vas-y. Tu sais quoi, je prends et quand j'ai terminé, je te le rends. Oui, exactement. Bah écoute, c'est quand il y aura plus d'art alors. Hein. Je croyais que c'était infini. Ok, Bah, donc oui, mais là, justement, c'est ton apprentissage sera à l'infini. donc c'est expliqué, ouais, d'accord. Chapter 5, People Monsters, ok. Oui, il y a plusieurs chapitres, mais et c'est vraiment Le classique de Scream de Munch, exactement. Ouais, ok. Le lit de Tracy Emin. Ok. Tu connais Tracy Emin, qui est celle qui fait les néons. Quand tu vas à Londres, le grand néon mauve. Ouais, je vais pas souvent à Londres, malheureusement. Tu vas pas souvent à Non, Londres? je devrais y aller plus souvent. Ouais, tu vas beaucoup à Paris. Faut Hein. que tu m'emmènes un peu. Ah oui, voilà. Fais-moi voyager, Arne. Oui, exactement. Ben, je te fais voyager un peu maintenant, Ouais, aujourd'hui, c'est vrai. à travers les musées, etc. Tu vas beaucoup plus à Paris. Hein. Ouais, effectivement. Mais là, évidemment, oui, les musées. Tu vas Ok. au musée à Paris alors? Et je te dis, j'en fais un par an. On a fait Pinot, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On avait fait le musée de l'Égypte. C'était l'année passée. Il y avait une exposition particulière sur l'Égypte. C'était... ça, c'est incroyable. Oui, ça c'est évidemment, parce que c'est le début de la civilisation. Puis c'est l'histoire. Incroyable. Ouais, Oui, c'est c'est l'histoire. l'histoire, oui, Ouais. absolument. Moi aussi, j'aime bien aller à des expositions qui sont plus historiques. Ça, j'aime bien qu'on m'explique Moi, vraiment parfois- l'histoire, tu vois. Moi, parfois, l'art contemporain me saoule aussi parce que c'est parfois aussi un peu tiré par les cheveux, etc. Et donc, du coup, il faut se rabattre. C'est pour ça que j'ai été faire ce master, finalement. Parce que je voulais un peu avoir approfondir ma connaissance Ok. et soutenir, etc. En 10 secondes, 20 secondes, qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui veut s'intéresser à l'art et qui se dit, OK, je veux être curieux, je veux essayer de mieux comprendre. Tu conseilles quoi? Bah, je vais me répéter, mais venez voir des expositions dans les D'accord. galeries. Venez voir le plus possible, instruire son œil, parce que l'art est un dialogue, l'art est le partage, c'est une passion que nous, qui travaillons dans l'art, on essaye de transmettre, et c'est vraiment ce qu'on veut faire, et que j'espère fonctionne, parce que l'art n'est pas dogmatique. Il n'y a pas un vrai ou faux. C'est pas oui ou non, c'est pas blanc ou noir. Parfois oui, parfois non, hein, Malevich. Ok. Mais il y a tellement d'issues possibles, il y a tellement de voies, de manières à... Ok. So just come and do it. Oui, voilà, exactement. Ok. Oui, see it, parce que do it, ça veut See dire it, tout. Oui, see c'est it. ça, see it, Ok. see it. Et puis voilà, s'il y a cette fibre qui est touchée, bah do it, mais do it à la maison. Ok. Bah, écoute, on se revoit dans un an quand j'ai terminé Oui, ça. oui, Et je exactement. t'expliquerai 2-3 trucs que j'ai compris. Ok, ça va, c'est bon. Arne, un grand merci. Un Merci grand à merci toi. pour ton temps, pour C'était- ta passion. Et ta patience. Et ta patience aussi, Non, la effectivement. tienne. Non, mais t'es plus patient que moi parce que, en vrai, tu sais très bien que je veux poser Oui. 1000 questions et qu'on a envie de tout savoir, mais un grand merci pour ça. Avec plaisir, Merci, je te vraiment, fais un câlin. vraiment. Merci, Annie.